Aujourd'hui, nous allons parler d'une véritable légende, un poilu d'acier, ou plus simplement le véhicule de combat blindé et chenillé le plus efficace de la Première Guerre mondiale. Dans cet épisode de Cocorico, nous allons parler du char Renault FT. Nous sommes en 1916. La Première Guerre mondiale fait rage et est enlisée dans une guerre de position. Pour remédier à ce problème, les ingénieurs français et anglais mettront au point les premiers chars d'assaut, dont le but est de percer les lignes ennemies malgré leur solide défense. C'est dans ce contexte que furent conçus les premiers chars français, le Schneider et le Saint-Chamond. Les résultats de ces machines, bien que médiocres, sont prometteurs. Bien que la technologie des chars d'assaut n'est encore qu'à ses débuts, ces monstres d'acier arrivent à faire quelques percées et fragilisent psychologiquement les lignes ennemies. En effet, mettez-vous à la place d'un soldat allemand qui, déjà terrorisé par le pilonnage de l'artillerie, se retrouve face à une machine de plusieurs tonnes, résistant aux mitrailleuses et n'ayant que faire des lignes de barbelés. À vrai dire, tout devrait plaire dans le blindé de l'époque, mais ce n'est pas aussi simple. Les blindés sont trop gros et lents, ce qui en fait des cibles faciles pour l'artillerie adverse, et leurs fenêtres de tir, suite à la disposition en casemate des canons, réduisent leur efficacité. Leur aménagement interne, comme un compartiment moteur sans séparation situé juste à côté de l'équipage, tout en rajoutant la surpopulation à l'intérieur du blindé à cause de la main d'œuvre élevée pour le faire fonctionner, réduisent considérablement leur efficacité. Pour remédier à ces problèmes, tout en complétant la gamme des chars Schneider ou Saint-Chamond, le colonel Estienne, pionnier de l'aviation militaire mais aussi père du char de combat français, préconisa un blindé léger, construit en très grand nombre pour saturer les défenses ennemies. Le but de ce blindé n'a pas changé par rapport au précédent, franchir les réseaux de fils de barbelés, puis de supprimer les nids de mitrailleuses ennemies malgré le caractère chaotique du champ de bataille. L'enjeu est donc décisif étant donné que l'image du blindé se détériore. C'est donc pour cela que l'on fera appel à une légende de l'automobile français, Renault. D'ailleurs, Louis Renault, accompagné de ses ingénieurs, furent pris de génie et concevront le premier char de combat à disposition moderne. En effet, le blindé sera le premier char équipé d'une tourelle pivotant à 360 degrés, rompant avec la formule du char en casemate. Une véritable révolution, car par la suite, les tourelles de chars pivotantes seront devenues quasiment universelles. Dans cette tourelle, deux armements possibles. Soit un canon de 37 mm Puto SA-18, soit une mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914. Les chenilles à 32 patins seront constamment maintenues dans un état de tension et les poulies en bois étaient disposées et conçues pour continuer leur service même lorsqu'elles avaient été frappées par un projectile. Les chenilles débordaient largement à l'avant, une autre révolution améliorant le franchissement des obstacles. Le groupe moteur et de boîte de vitesse se trouvait à l'arrière du char, autre nouveauté devenue quasiment universelle. L'alimentation en carburant et en huile moteur s'effectuait par deux pompes maintenues sous pression, ce qui permettait le fonctionnement normal du moteur dans les pentes les plus raides et les plus difficiles. Une fois conçues, les caractéristiques détaillées du char furent proposées à l'armée par Renault dès novembre 1916 et un premier prototype sera testé par Louis Renault lui-même devant la commission militaire en 1917. Cette démonstration fut suivie par deux commandes fermes, la première en avril 1917 et l'autre en juin de la même année. S'en suivront entre 3530 et 3700 exemplaires. C'est la naissance du FT-17, enfin presque. Les lettres FT ont fait l'objet d'interpellations diverses, faible tonnage, faible taille, voire franchisseur de tranchées, des appellations mémotechniques qui ne traduisent cependant pas la réalité. Il s'agit simplement d'un code chronologique de la production Renault à l'époque, les modèles précédents étant FS et le suivant FU. Au lancement de la production, dans les années 1917, ces chars de combat étaient équipés d'une tourelle moulée, qui fut remplacée par une tourelle octogonale et rivetée appelée tourelle Berlier, suivie de la tourelle Girod, de nouveau arrondie et moulée en 1918. Les chars Renault FT furent engagés pour la première fois le 31 mai 1918 à partir de Saint-Pierre-Aigle en direction de Ploisy-Chazelle pendant la 3e bataille de l'Aisne. Puis il fut employé en formation de plus en plus nombreuse et de plus en plus efficace en compagnie des chars Schneider C1 et Saint-Chamond restants jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918, date à laquelle il équipe, preuve de son succès, 21 bataillons. Le char Renault FT fut le char le mieux conçu de toute la guerre, à la fois efficace, économique et adapté à la production industrielle de masse. Il joua un rôle majeur dans les offensives de 1918 au cours duquel il reçut le nom populaire de char de la victoire. Son efficacité en fera un véritable phénomène, Renault changeant même son logo temporairement en mettant la silhouette du Renault FT. Ce char est devenu une fierté française que bien des pays veulent s'approprier. C'est pour cela qu'il fut exporté dans de nombreux pays dont je ne vais pas tous les citer mais simplement afficher leur drapeau. Il sera d'ailleurs construit
sous licence aux États-Unis à 950 exemplaires à partir d'octobre 1918 sous le nom de Sixton Tank, tandis que l'Italie produisit un char presque identique, en gros une copie, le Fiat 3000. Les chars FT furent ainsi utilisés par la plupart des pays possédant des forces blindées en tant que char principal. Ils prirent part à de nombreux conflits ultérieurs tels que la guerre civile russe, la guerre polono-soviétique, la grande révolte syrienne, la guerre civile chinoise, la guerre du Rif et la guerre civile espagnole. Les chars FT furent aussi utilisés au début de la Seconde Guerre mondiale, entre autres par la France et la Pologne, bien qu'ils s'avéreront complètement obsolètes. Au 1er septembre 1939, il en existait encore 2850 dans l'armée française. Très rustique par rapport aux chars des années 1930 qu'il côtoyait durant la Seconde Guerre mondiale, le Renault FT est manœuvré par un équipage de 2 personnes, un chef de char tireur et un conducteur. Le chef de char est soit debout, soit assis sur une sangle juste derrière le conducteur. En raison de l'absence de système de communication interne et de cloison entre le poste de conduite et la tourelle, le chef de char donne ses ordres au conducteur en appuyant l'un de ses genoux contre son dos pour changer de direction et en tapant sur son casque pour démarrer ou s'arrêter. Je vous laisse imaginer l'état de l'épaule du conducteur en situation de panique. Lors de l'armistice de 1940, la Wehrmacht en récupéra 1700. L'armée d'occupation les utilisera comme Bordpanzer pour des opérations de répression, notamment pendant la libération de Paris en août 1944. Après la défaite de l'Allemagne nazie, le char Renault FT continuera son service dans divers pays jusqu'en 1949, soit 30 ans après l'arrêt total de sa production en août 1919. Merci d'avoir regardé la vidéo. Petit message à chaud en fin de vidéo parce que j'ai besoin de vous parler. Déjà, je vais annoncer les 1 an de la chaîne. Alors, ça fait un moment qu'ils sont passés, mais j'ai besoin de faire un petit récap. Je suis passé par des débuts hésitants, une vidéo paraît terrible. Comme tout début de chaîne YouTube, je parle de la vidéo sur le M4 Sherman que je vais peut-être refaire dans le futur, histoire de la remettre à niveau, mais aussi, ça paraît con, mais je vais remercier Antox Colaboy, même s'il ne regardera sûrement pas cette vidéo, je vais le remercier parce que il fait partie de l'histoire de ma chaîne, en fait, c'est lui qui m'a propulsé à l'avant, je pense que la plupart d'entre vous sont sur cette chaîne grâce à lui, et c'est vrai que j'ai eu pendant un moment peur au final du boost. C'est vrai que un boost d'abonnés soudain, ça fait plaisir. Tu te dis, ouais, j'ai passé le cap des 100 et 200 abonnés en littéralement 2 minutes. Mais après, t'as peur parce que t'as peur que ça fausse les statistiques. Et au final, même s'il y en a pas mal qui restent fantômes, vous avez été très présents au début, un peu moins après, mais tout de même là. J'avais peur que ma chaîne devienne une de ces chaînes fantômes après avoir été boost. Et j'ai quand même vu une évolution de la chaîne, malgré quelques désabonnements, mais ça se comprend. Et ben il y avait une évolution de la chaîne qui était positive. D'ailleurs, on approche des 400 abonnés. Et on a passé les 300 abonnés après le boost d'Antox, donc ça veut dire que la chaîne marche bien. J'ai aussi remarqué une explosion des vues sur la vidéo du Yamato. Maintenant, c'est la première vidéo de la chaîne et de loin, elle fait quasiment la moitié des vues par jour de toutes mes vidéos. C'est elle qui fait la moitié des vues par jour. Donc voilà, bon, c'est pas forcément l'une des vidéos que je pointerai du doigt en premier et dont je suis le plus fier, mais c'est vrai que c'est une des vidéos qui m'a fait connaître avec Antox, machin, enfin... Enfin bref, j'utilise des termes mais je vous parle directement comme ça, c'est vraiment à chaud, j'ai même pas de texte. Mais si je vous fais ce message là en fin de vidéo, ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai envie que la chaîne change, se renouvelle. J'ai des projets, d'autres projets qui sont en attente et je n'ai plus vraiment envie de me cantonner à des véhicules militaires. J'ai par exemple parlé dans la FAQ, pardon, d'une série qui s'appellera Un homme, un char, ou Un homme, un véhicule, je sais pas encore, hein. Et en fait ça parlera plus de l'histoire d'un homme et son blindé, ou son véhicule, son avion, n'importe, hein, que du véhicule lui-même. Mais en me disant ça, je me suis dit, c'est tellement intéressant de se détacher juste du véhicule, et j'ai envie en fait de généraliser ma chaîne à l'histoire. Et ce n'est pas rien parce que l'histoire avec un grand H, c'est un travail titanesque. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais généraliser ma chaîne. Alors, à vous de dire dans les commentaires si vous êtes chaud ou si vous n'êtes pas chaud. Perso, je le ferai quand même parce que cette chaîne est faite avant tout pour moi, malheureusement. Ou heureusement, hein, c'est peut-être pour ça que les vidéos sortent assez peu. C'est parce que je fais les vidéos quand j'en ai envie. Mais voilà.
Donc j'ai demandé à la communauté, tout simplement, ceux qui me regardent dans les commentaires, si vous avez, parce que je suis à court d'idées actuellement, si vous avez des pistes pour un nouveau nom de chaîne qui rappellerait et qui soit quand même original, qui rappellerait une chaîne historique, rien qu'en entendant le nom, une chaîne historique qui fait un peu sérieuse quand même, un nom qui est un peu aguicheur si possible. J'aimerais bien que vous proposiez tout ça dans les commentaires, histoire que je trouve un peu de l'inspiration. Ce n'est pas dit que je prenne à la lettre certains, peut-être que je vais faire des mélanges, enfin bref, on verra. Mais voilà, je vous fais participer comme ça à l'évolution de la chaîne, parce que vous faites partie de la chaîne, ça c'est quelque chose, c'est un fait. Bon, enfin bref, j'ai fini mon message de fin. Je vais faire la demande habituelle du like, de s'abonner, de partager et même de mettre la cloche, parce que c'est vrai que mon rythme de vidéo est tellement faible qu'au final ça en devient important. Donc si vous pouvez être notifié, si vous aimez mes vidéos, ça serait pas mal. Salut tout le monde, c'était Neskai.